Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode solo de Scarface 1920. Alors, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Je vais uniquement présenter les éléments qui changent par rapport à la version multijoueur. Alors, quand on met en place, ce qui change déjà, c'est qu'on va éliminer toutes les cartes avec le petit carré. On les sort du jeu, donc il y en a une dans les actualités. En tout cas, une dans la boîte de base, hein. Il y en a deux qu'il faut enlever avec un petit carré dans les raids. Et puis, dans les jobs, il y a trois jobs qu'il faut retirer ici. Ensuite, on mélange les paquets et on les pose comme d'habitude en multijoueur dans les mêmes endroits. Le joueur, comme multijoueur, va se prendre deux deals. Alors un fournisseur d'alcool et un fournisseur d'armes. Et puis ça va être la même chose pour l'exécuteur, c'est-à-dire l'IA du mode solo. On va lui donner deux deals, un fournisseur d'alcool et un fournisseur d'armes. On sort du jeu les autres cartes fournisseurs d'armes et fournisseurs d'alcool et on mélange les autres cartes dealers restantes. Donc pour accélérer la mise en place du jeu, j'ai déjà installé les cartes associées, j'ai installé les différents quartiers avec les business dessus, et les forces de police exactement au même endroit que dans une partie à deux joueurs, ainsi que les pions de la piste de crime avec Elliot Ness tout en bas. Pour les actualités, c'est exactement pareil que dans une partie multijoueur à deux joueurs. Donc là, on prend la prohibition se termine enfin, on la retourne, on pioche deux cartes actualité au hasard et on met par-dessus les États-Unis votent la prohibition et on pose ça aux actualités. On pose le marqueur compte tour ici sur un deux joueurs. Alors une chose qui diffère, le joueur doit piocher deux cartes job, il les regarde, il en choisit une des deux, mettons qu'il choisit celle-ci, il la prend avec lui et celle-là va à l'IA, à l'exécuteur, qu'on appelle l'exécuteur dans ce jeu. Il va répéter l'opération une deuxième fois, comme ceci, il prend celle-là va à l'exécuteur, et puis une troisième fois. Donc il prend celle-ci par exemple, et ça c'est pour l'exécuteur. Ce qui fait que le joueur va commencer avec trois cartes job en main, et l'exécuteur, l'IA, avec trois cartes job également, mais qui vont être considérées comme accomplies. Sans effet, mais accomplies. Alors c'est le joueur humain qui va positionner en premier un marqueur de contrôle sur un des quartiers. Évidemment un quartier comme en partie multijoueur où il n'y a pas une force de police. Donc ici par exemple, puis il va positionner soit une voiture, soit une camionnette. Ici une voiture. Et ensuite ça va être au tour de l'exécuteur. On va ensuite prendre ces petits jetons et on va les disposer au hasard dans chacun des quartiers, comme ceci. C'est ce qui va nous guider pour savoir ce que fait l'exécuteur et dans quel quartier il fait ses différentes actions. Ensuite, on va prendre le jeton de l'exécuteur et on va le mettre au hasard dans un quartier où il n'y a pas des forces de police. Par exemple ici. Ensuite, on va prendre un marqueur de contrôle et on va le positionner à l'endroit où se trouve le jeton exécuteur. Et on va faire pareil avec soit une voiture, soit une camionnette. Au hasard. Alors l'adversaire qu'on aura choisi pour être l'IA, on va prendre un des plateaux joueurs, on va le retourner côté noir en mode solo, comme c'est indiqué ici. On va placer les 12 petits cubes amélioration sur le plateau avec le boss ici. La même chose que pour une partie multijoueur. Pendant la mise en place, par erreur, j'avais mis un quartier côté nuit, non, on est bien côté jour. Alors concernant les ressources de départ de l'exécuteur, pour choisir ce qu'on va mettre sur ces deals, on va regarder le quartier dans lequel il se trouve, ici. Si il lui faut de l'alcool et des armes, on va mettre sur ces deals un tonneau d'alcool et une arme. Mais s'il avait été dans un quartier où il aurait besoin, s'il avait eu besoin d'alcool, on aurait mis deux barils d'alcool sur ses deals. Et s'il avait eu besoin que d'armes, on aurait mis deux armes sur ses deals. Notez que l'exécuteur ne va pas utiliser les cartes gang et les cartes bras droit qui vont rester dans la boîte. À la place, il va utiliser trois petits decks de cartes notés C, B et A.
C, B et A. Je vous les donne à l'envers. Pourquoi? Parce que au départ, il va utiliser le deck C, puis ensuite, ça sera B, puis A. Donc au départ, on commence avec uniquement le deck C. Ces petites cartes carrées qui vont guider l'action de l'IA. Alors pour nous aider à comptabiliser les actions de l'IA, on va utiliser les cubes d'une troisième couleur inutilisés. Alors au lieu d'utiliser de la force et de l'influence, l'exécuteur va utiliser de la puissance qui vont être à la fois sa force et son influence. Ça va être une seule ressource, on fait la somme de l'ensemble et ça nous donne son niveau de puissance. L'exécuteur va toujours être le premier joueur. Alors à son tour de jeu, l'exécuteur va d'abord élaborer son plan. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les cartes du mode solo, les cartes C, on les mélange. Et ensuite, là, on a donc le deck d'action de l'exécuteur. Ensuite, on va retourner des cartes. Combien de cartes est-ce qu'on retourne? Ça va être indiqué par l'endroit où se trouve le boss. Ici, cette icône, c'est le nombre de cartes que l'exécuteur va retourner. Donc le boss de l'exécuteur, en avançant, il va chaque fois avoir de plus en plus de cartes dans son plan. Et donc il va pouvoir faire davantage de choses. Mais au départ, il doit retourner une carte. Donc ici, par exemple, il joue en premier. On retourne une carte. On va d'abord s'intéresser au numéro en haut à droite. Ça, c'est les déplacements. Donc c'est le nombre de déplacements que va réaliser l'exécuteur. Les déplacements se déroulent de la façon suivante. On regarde où se trouve le pion exécuteur. On regarde le déplacement, c'est 1. Il est sur le quartier ici noté 5. Donc s'il se déplace de 1, ça veut dire qu'il va aller en 6. Le 6, il est placé là-bas aléatoirement. Donc il va se déplacer ici. Ensuite, on va regarder cette icône. Cette icône désigne le nombre d'actions que l'exécuteur va réaliser. Et on va prendre un cube par action. Donc là, on me dit 2. Je prends ces 2 cubes aide-mémoire. Et je vais les placer pour m'aider sur la carte du mode solo, la carte action. Donc pour savoir ce qu'il va faire, je vais commencer par la première ligne, donc de gauche à droite, et je vais regarder si c'est possible en fonction de la puissance. Donc là, je regarde la puissance de l'exécuteur. Ici, j'ai de la puissance qui peut m'être donnée par la carte action. Là, j'ai 0 puissance, donc il n'a rien du tout. J'ai de la puissance qui peut aussi être donnée par son plateau joueur. Ici, il est sur 0 puissance. Donc pour le moment, il n'a aucune puissance. Et enfin, il y a de la puissance qui peut être donnée par certaines actions. Donc ça veut dire que s'il fait cette action, il a plus 1 de puissance. Donc il aurait 1 puissance, 1 de puissance. Celle-ci pareil, celle-ci aucun bonus, et celle-ci 2. Donc on va regarder, on va lire. Et si une action ne peut pas être faite, on passe à la suivante au-dessous. Donc là, on me dit, hop, je vais rapprocher ici. Ah, je vais peut-être un peu zoomer. Voilà. On me dit, l'exécuteur envoie un malfrat dans la pègre pour vendre dans les quartiers. Donc là, il ne va pas le faire parce que tout simplement, il n'a pas assez de ressources pour vendre dans les quartiers. Il ne peut pas, puisqu'il lui faudrait, ici, il est présent, il lui faudrait 2 alcools et une arme, et il a un alcool et une arme. Donc c'est pas possible. Donc cette action n'est pas faisable. Donc on va regarder la suivante au-dessous. On me dit, s'il a au moins un quartier qui n'est pas contrôlé, s'il y a au moins un quartier qui n'est pas contrôlé par l'exécuteur dans le district actuel, il envoie autant de malfrats dans ce district que sa puissance, ici 1, en laissant au moins 2 malfrats dans le quartier général. Donc ça, c'est possible. Donc on met un petit jeton ici, il a 1 de puissance. On va voir que le quartier dans lequel il se trouve n'est pas contrôlé par l'exécuteur, ici. Donc il va envoyer autant de malfrats que sa puissance, il a 1 de puissance, et il faut qu'il en laisse 2 dans le quartier général. Au départ, comme dans une partie multijoueur, exactement la même chose. Il en a 4 malfrats dans le quartier général, il a une puissance de 1, donc il prend un malfrat et il le positionne dans le quartier qu'il ne contrôle pas, ici, là où se trouve le pion exécuteur. Là, on a réalisé la première action.
On n'oublie pas il nous reste une deuxième action pour l'exécuteur. Donc on continue, on lit en dessous. Donc pour 0 de puissance, l'exécuteur envoie un malfrat dans la pègre pour engager un associé. Donc ça, il ne va pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que pour engager un associé, il lui faut de la puissance. Puisque je vous rappelle que dès qu'il est question là, de force ou d'influence, on parle en termes de puissance. Donc là, il ne pourra rien faire. Donc on saute cette action, on va au-dessous. Et là, on me dit plus 2 de puissance, l'exécuteur améliore son gang. Donc ça va être sa deuxième action. Pour savoir comment est-ce qu'il améliore son gang, on va tout simplement regarder dans quel quartier se trouve l'exécuteur. Il est ici, il se trouve dans le quartier numéro 6. Quand je regarde sur le plateau joueur, je cherche le 6, il est ici, il va améliorer pour 2 de puissance, il va pouvoir améliorer cette catégorie. Alors là, il faut qu'il dépense 4 $, donc il commence avec 10 $, hein, comme les joueurs. Il va dépenser 4 $, il lui faut 2 de puissance, il avait 0, mais 2 apportés par sa carte, donc c'est bon, il peut le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève ce petit cube, on avance le boss, et on place le cube ici. Donc on fait avancer l'indice de criminalité de 1. Et maintenant, dorénavant, on sait qu'il va avoir toujours au moins une puissance. Ensuite, on enlève les pions actions et ça va à la défausse. Alors, vous remarquez que maintenant que le boss a avancé, maintenant, ici, quand il va jouer, il va piocher 2 cartes actions. Donc, admettons que ça soit encore à lui de jouer. Il pioche 2 cartes. Donc, 1, 2. Et on va faire la somme de tous les déplacements. Donc là, il se déplacerait de 2, encore sur la map. Donc il est sur 6, ça va jusqu'à 7. Donc il irait sur 1, puisque quand on arrive au maximum, on retourne à 1. Donc il se déplacerait de 6, il se retrouverait sur 1 ici. On additionnerait également la puissance donnée par les cartes actions. Donc là, il aurait 1 de puissance plus 1 accordé par son plateau personnel. Ça ferait 3 de puissance. Et on va regarder maintenant ce qu'il peut faire toujours pour 2 actions. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire de gauche à droite. Ça veut dire que si jamais il ne peut pas faire cette action, c'est pas celle d'en dessous qu'on va regarder, c'est celle-ci. Vous voyez? Donc on lit vraiment comme ça. Donc là, 3 de puissance plus 1, 4. Si le district actuel contient au moins un quartier qui n'est pas contrôlé par l'exécuteur, il y déplace autant de malfrats, voitures et camionnettes que sa puissance. Donc on y ferait déplacer des personnages pour 4. Alors ici, on a les règles de déplacement et de priorité. Donc vous voyez, ici, on me dit que les déplacements sont hiérarchisés de cette façon-là. D'abord, il va déplacer les malfrats qui sont adjacents au district de destination. Il n'en a pas. Ensuite, il va déplacer les malfrats non adjacents au district de destination, mais qui peuvent se déplacer avec une voiture ou une camionnette. Et puis ensuite, s'il n'a toujours pas ça, ce qui est le cas ici, il va déplacer les voitures et les camionnettes. Donc ici, si on regarde le plateau de jeu, on voit que il y a un malfrat qui est déjà à destination, donc il ne va pas le déplacer. Et ici, on voit qu'il y a une camionnette. Donc tout simplement, la camionnette va être déplacée dans le quartier où se trouve l'exécuteur. Ok? Sauf que, dans mon exemple, là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il se déplaçait. Donc en fait, si je vais refaire le coup, il était censé se retrouver ici en 1. Donc adjacent, il aurait fait ça pour 1 point de puissance. Et ensuite, hop, pour 2 points de puissance. Et il aurait réalisé sa première action. Donc une fois que cette première action est réalisée, on va voir ce qu'il peut réaliser ensuite. Donc là, 0 de puissance, ça veut dire qu'il a 1, 2, 3 grâce au plateau, plus rien du tout, donc il reste à 3 de puissance. Il envoie un malfrat dans la pègre pour engager un associé. Donc ça, il peut le faire parce qu'il a 3 de puissance. Donc on pose le pion ici, on envoie un malfrat dans la pègre. Ici, il augmente son niveau de criminalité de 1. Et puis, il va prendre une carte. Alors, comment est-ce qu'il fait pour choisir une carte associée? Alors, l'exécuteur va toujours prendre la carte qui a le plus d'étoiles.
il va utiliser toute sa puissance, puisque je vous rappelle que la puissance, c'est aussi bien de la force que de l'influence. Donc il va prendre la carte la plus forte possible, et puis si jamais il y a plusieurs possibilités, bon là c'est pas le cas, la plus forte là, il a 3 de puissance, donc la plus forte disponible, c'est celle-ci. Mais s'il y avait eu 2 cartes 3 étoiles, il prend toujours celle qui est la plus à gauche. Donc là, il prend cette carte, et puis on va créer un deck d'associés qu'on va mettre à côté ici à côté de son plateau personnel, et il va accumuler comme ça les associés, on va tous les poser ici. Et on n'oublie pas de compléter ensuite la rivière. Chaque fois que l'exécuteur achète une carte associée, il va enrichir son deck action en s'emparant de cartes supplémentaires. Alors si jamais il s'agit d'une carte 1, 2 ou 3 étoiles, il va s'emparer d'une carte, alors évidemment au hasard sans regarder, d'une carte action du paquet B. Et puis si jamais c'est une carte 4 et 5 étoiles, il va s'emparer d'une carte, sans la regarder, d'une carte A. Alors, s'il s'agit d'une carte B, il va payer un alcool pour la mettre sur le dessus du deck. S'il s'agit d'une carte A, il doit payer 2 bidons d'alcool pour la mettre sur le dessus du deck. Si jamais il ne peut pas payer parce qu'il n'a pas assez d'alcool, alors à ce moment-là, il la met dans la défausse. Donc, on va avancer un petit peu plus loin dans le jeu. Et on va par exemple admettre que... Voilà, on est comme ça dans cette configuration. Il reste une seule carte ici à piocher et l'exécuteur doit retourner 2 cartes. Il n'a pas assez, il retourne la première. L'autre, il n'y en a plus. Ben, il fait un peu comme les joueurs humains. Il va uniquement jouer avec la seule carte qui lui reste. Et puis, lors d'un prochain tour de jeu, s'il ne peut plus piocher de cartes parce que tout est à la défausse, à ce moment-là, il va faire un tour de réorganisation. Alors, comment fonctionnent les dealers pour l'exécuteur? Alors, déjà, il faut savoir que chaque fois que l'exécuteur récupère un dealer, il le gagne et garde ses dealers face cachée, comme ça, de ce type. Peu importe ce que c'est, ça sera toujours comme ça. Et chaque dealer va permettre de gagner à l'exécuteur 2 ressources. Que ce soit de l'alcool ou des armes. Et donc pour pouvoir prendre des ressources, il faut tout simplement, l'exécuteur va envoyer un personnage, un malfrat, sur un des dealers disponibles. Et on va regarder, on va faire le compte. Donc là, il gagnerait 2, 4, 6 ressources. La moitié doit être de l'alcool et l'autre moitié des armes. Si jamais ça tombe sur un nombre impair, si jamais il advenait qu'il y a un nombre impair, à ce moment-là, on va prendre un bidon de plus que ce qu'il y a d'armes. Donc là, ici, par exemple, ça ferait tout ça. Oups, non, voilà, tout ça. Tout ça de gagner. Donc, 3 alcools, 3 armes. Chaque dealer a une capacité de stockage de 1. Et s'il faut stocker, l'exécuteur va commencer par stocker les armes et il alterne. Donc une arme, un bidon, une arme. Et le reste, il va devoir le stocker dans les quartiers. Donc il lui reste ça à stocker dans les quartiers. Il va commencer par stocker l'alcool. Et il va stocker l'alcool dans le quartier qu'il possède qui va lui rapporter le plus d'argent lors d'une vente. Alors ici, par exemple, il possède un quartier, celui-ci. Donc il y a 2 bidons, une arme pour pouvoir réaliser une vente. Il a 2 bidons d'alcool à stocker, il les stocke. Une fois qu'il a fini de stocker ses alcools, il stocke les armes. Toujours pareil, il va choisir le quartier qui va lui donner le plus d'argent lors d'une vente, ce qui a le plus de valeur. Donc ça ferait ça, tout simplement. Alors pour ne pas revenir sans cesse dans les règles et vérifier toutes les actions, tous les cas particuliers, moi je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose quand même qui marche plutôt bien. C'est qu'en fait, quand vous réalisez une action avec l'exécuteur et que vous avez un doute, eh bien vous faites comme vous feriez pour vous. C'est souvent ça qui marche, c'est ce qui est juste généralement. Donc on fait comme on aurait fait pour soi si c'était nous qui jouons. Donc il faut toujours rechercher
l'action la plus gagnante pour l'exécuteur, celle qui fait gagner le plus d'argent, celle qui procure le plus d'avantages. Avec en tête 2 ou 3 choses. Première chose, quand on stocke, quand on dépense des ressources, on commence toujours par les armes avant l'alcool, première chose. Et deuxième chose, en cas d'égalité sur la solution à prendre, imaginons qu'il y ait 2 quartiers qui soient les plus profitables, eh bien, on va choisir celui qui a le numéro le plus bas. Voilà. Et souvent, en se contentant de faire ça, on s'en sort très bien et le jeu reste fluide. Alors, comment se déroule le tour de réorganisation de l'exécuteur? Donc, quand l'exécuteur a plus de cartes, comme je l'ai déjà dit, il va faire un tour de réorganisation. Alors déjà, il va vendre dans tous les quartiers où il peut vendre. Et il va vendre, si il ne peut pas vendre dans tous les quartiers où il pourrait vendre parce qu'il n'a pas assez de ressources, il vendra dans le quartier qui va générer le plus de profit. Ensuite, comme n'importe quel autre joueur humain, il va gagner 3 pièces par business qu'il contrôle. Et là, par contre, il y a quelque chose qui est différent. Il va voler de l'argent aux joueurs humains. Alors, pour savoir combien d'argent est volé, eh bien, on va faire une multiplication. On va multiplier le nombre de jobs, ici par exemple 3, par le nombre de cartes actualité qui sont en jeu. Ici, mettons qu'on soit à 2 cartes, donc ça ferait 3 x 2, 6. Donc l'exécuteur me volerait 6 $. Donc ici, ensuite, la même procédure qu'un joueur normal, humain. Et pour recruter, on va se fier ici, comme un joueur humain, à sa statistique recruteur. Mais la seule chose à savoir, c'est que l'exécuteur va recruter d'abord les malfrats de la planque avant de recruter ceux des bas quartiers. Donc là, ici, s'il recrutait 2, ben, ça ferait 1, 2. La fin de la partie se déclenche de la même façon que dans une partie multijoueur. Et puis pour compter les points, ça va être la même chose, y compris là, on a fait un deck avec des associés achetés par l'exécuteur. Et bien à la fin du jeu, il va compter en points, en argent, comme un joueur humain, le nombre d'étoiles qu'il a sur les cartes qu'il aurait recrutées. Et il va gagner 2 $ par étoile. Celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie remporte la partie. Voilà. Donc c'était un petit tour des règles solo de Scarface 1920. J'espère que ça aura pu vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis bye bye, à la prochaine.